Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par TEA Céred, le spécialiste de l'assurance des voitures de prestige et de collection. Ils ont plus de 60 ans d'existence et nous sommes heureux de vous faire profiter d'une offre spéciale qui vous est réservée. Pour la découvrir, il suffit soit de les appeler au téléphone de notre part, soit de cliquer sur le lien en description. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire génial, mais attention danger. Salut Alexandre. Bonjour Renaud, bonjour POA. Est-ce que je résume bien quand on doit savoir ce qu'il faut avant d'acheter une TVR? Là, on a un modèle, c'est Chimera, c'est Voilà. ça? Même moi, alors, je vais être très franc, comme je la connais très mal, je vais te poser plein de questions de grand naïf, mais est-ce que je résume? Je me dis, waouh, quelle bagnole, et en même temps, je me dis, mon Dieu. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de gens qui connaissent, donc on va faire moins les malins, là. Est-ce qu'on a envie déjà d'acheter une voiture qui s'appelle Chimère? Bon, Ouais. en français, c'est pas non plus un mot Elle donne envie. très positif. Elle donne envie. Mais par contre, elle est diablement belle. Ouais. Voilà. C'est une voiture qui est quand même... le dessin de la voiture, il est du début des années 90 parce qu'il y a eu juste avant la Griffith qui était à peu de choses près la première copie, le premier jet de la Chimera, et elle a eu une carrière un peu plus courte, mais le dessin général était très proche. Donc on a du mal à imaginer en fait que l'air de rien, c'est une voiture dont le design a déjà plus de 30 ans et elle reste indatable et en même temps même très contemporaine. Un petit mot sur TVR, parce que tout le monde ne connaît pas. Donc, petit constructeur anglais indépendant. Petit constructeur anglais indépendant, du nom de son fondateur Trevor Wilkinson, et c'est une marque anglaise qui est née après-guerre à Blackpool et qui a construit toujours des voitures de sport très légères, souvent avec des châssis tubulaires comme celle-là, typiquement dans la philosophie Lotus, Light is Right. Toujours des petites séries. Hein. Des petites séries, voilà. Alors, la Chimera, d'ailleurs, a été à ce jour, et je pense qu'il n'y en aura pas derrière, la voiture la plus produite, parce qu'il y en a quand même eu 6000. Bon, 6000, c'est à peine une voiture de série, mais pour TVR, c'est ça a gigantesque. été un succès. Et elle est restée en production d'ailleurs très longtemps. Je crois qu'elle a commencé en 94, et elle a dû finir au début des années 2000 sa carrière, donc elle a eu une carrière finalement relativement longue. D'accord. Petite fiche technique aussi, parce que j'imagine que les gens ne connaissent pas forcément, toujours pour présenter la voiture. C'est quoi comme moteur, c'est quoi comme type de carrosserie, etc. Oui, alors, juste un peu là. C'est une voiture qui est faite autour d'un châssis en tube d'acier soudé. Donc le châssis très rigide, c'est ce qui tient ensuite une carrosserie qui est en fibre de verre. Comme souvent dans les voitures de petite série artisanale, parce que c'est des carrosseries qu'on va mouler avec des moyens relativement légers, contrairement aux voitures qui sont faites en acier où il faut fabriquer des matrices pour emboutir les feuilles d'acier. Alors, le prix des matrices d'emboutissage pour faire une voiture complète, c'est en dizaines de millions d'euros d'investissement. Donc, en fait, quand on fait une voiture de petite série comme ça, on ne peut pas la faire autrement qu'avec des matériaux. Alors, autrefois, c'était la fibre de verre. Aujourd'hui, il y a des choses plus sophistiquées, tout ça. Bon. Pour mémoire, une Lotus Esprit, c'est en fibre. Hein. Oui, bon, beaucoup de voitures anglaises ont été faites comme ça, effectivement. C'était encore la technique la plus abordable. Ça tient bien dans le temps, d'ailleurs. Et ça a aussi un intérêt, c'est qu'on arrive à faire des formes, justement. Bon, une voiture qui s'amuse beaucoup avec les courbes, avec la souplesse, etc. Bon, on peut mouler de la fibre. Voilà, si on veut faire une sphère en fibre, on l'a fait. Alors que si on voulait emboutir une sphère en acier, c'est pas évident. Donc, ça se prête bien à travailler. Oui, ça tient bien dans le temps. L'inconvénient, c'est que, bon, évidemment, alors quand ça casse, bon, c'est comme une coque de bateau, ça se répare. Ça se répare, on met ce qu'on appelle un espèce de pansement derrière pour, voilà, on passe un pinceau, recoule de la fibre, enfin de la colle en quelque sorte. On remet des pansements de fibres, etc. Bon, vous avez des vidéos, vous pouvez voir ça. Donc, ça peut se réparer un peu à l'infini. Bon, en même temps, si c'est déjà cassé de partout, ce qui va se passer, c'est que quand on va la peindre, ensuite, la voiture, elle bouge, elle travaille, elle vit, elle prend des secousses, etc. sur la route. Donc, une voiture qui a été réparée peut à nouveau avoir la peinture qui se lézarde un peu en surface parce que cette peinture, en dessous, elle a une coque qui a une fissure. C'est comme, je dirais, un mur où on a refait un enduit de plâtre, mais le mur retravaille. La peinture et l'enduit recraquent. C'est un petit peu le même principe. Donc, carrosserie fibre.
Châssis tubulaire, ensuite Voilà. au niveau des moteurs. Et alors aussi au niveau du moteur et de la boîte, hein, donc il fallait aussi travailler avec des choses qui existaient. Ils n'ont pas développé de moteur, donc ils sont partis pour ces voitures-là du V8 des Range Rover, la fin de vie des Range Rover classiques, c'est-à-dire au début des années 90. Qu'est-ce qu'on a? On a un moteur 3,9 litres V8. C'est toujours le moteur V8 du début du Range Rover, mais qui a été modernisé avec une injection Bosch LG-tronic. Et on a ça ici. Et eux ont continué de le travailler un petit peu en termes de développement de cylindrée. Donc, ils l'ont passé à 4,3 litres, 4,5 litres, ce qui est le cas de celle-ci, donc TVR 450, et même 5 litres sur des versions un peu plus poussées. Voilà. Combien de chevaux Et c'est bon, c'est quand même assez puissant. Enfin, pour la cylindrée, c'est pas très puissant, mais ça faisait 285 chevaux. Mais à mettre en rapport avec le poids de la voiture, sur le certificat d'homologation, il est de 1170 kg. Donc c'est quand même, puissance, on est dans une voiture qui, en gros, c'est comme une 205 GTI, mais avec un V8 de presque 300 chevaux, quoi. Il y a quelques anecdotes. C'est bien sûr une propulsion. C'est bien sûr une propulsion sans aucune assistance. Il y a une anecdote assez rigolote, mais bon, elle doit être vraie parce qu'on la trouve sur des sites anglais. Quand la Griffith a été prête, ils l'ont fait essayer à Gordon Murray. Gordon Murray, c'était le patron de McLaren. Et c'était l'époque où McLaren travaillait sur sa première voiture de route, qui a été la McLaren F1 GT, qui était animée par un V12 BMW. C'est celle qui avait le conducteur au centre et 2 petites places derrière. Bon, une voiture, la seule GT au Mans qui s'est permis en 95 de gagner devant les catégories prototypes, parce qu'elle était bonne et qu'il pleuvait beaucoup. Bref, et Gordon Murray, après l'avoir essayé, celle-là, a dit « Ouh là là, c'est quand même vachement radical votre truc, et vous vendez ça pour 30 000 €, mais je ne sais pas si la mienne à 600 000 €, elle va être à la hauteur. » Bon voilà, c'était une blague de déjeuner d'anglais bien arrosé. Oui, mais qui veut dire beaucoup. Qui veut dire beaucoup de choses. Les journalistes anglais qui l'ont essayé à l'époque, parce que bon, elle s'est vendue surtout en Angleterre, il n'y a eu que 6 000 exemplaires, aller à plus de 5 500 exemplaires, ça s'est vendu en Angleterre. Donc en conduite à droite. Conduite à gauche, celle-là a été vendue neuve aux Pays-Bas, à l'époque importée conduite à gauche, donc voilà, il y en a très peu. Mais en Angleterre, elle avait une bonne cote de popularité, et moi, pour l'anecdote, la personne avec qui j'ai acheté cette voiture, évidemment, c'était un Anglais, mais qui vivait en Espagne, et qui avait déjà eu une autre Chimera avant, quand il était en Angleterre. Avec la première Chimera, il avait fait presque 200 000 km. C'était sa voiture de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours. Et voilà. Et celle-là, on a 95 000 et elle se porte comme un charme. Comme quoi, si on en prend soin, ça peut aussi aller loin. Alors, justement, quand on demande, j'imagine que c'est pas courant, c'est des voitures de connaisseurs, on est d'accord. Là aussi, oui. TVR, il y a du fan, il y a... D'ailleurs, encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui sont des fans de TVR. Nous, c'est une petite communauté, voilà, mais très attachée, très fervente, voilà. Voilà, mais du coup, je pense qu'on t'en demande pas tous les 4 matins. Non. Mais si j'en veux une comme ça, par quoi on commence? Parce que moi, j'ai toujours entendu, pareil pour avoir lu des choses, c'est ce qu'on appelle des kit cars, c'est quand même des voitures faites en petite série, donc il n'y a pas la rationalité de la grosse industrie. Donc non. Je me dis c'est top, mais est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas, tu vois, dans les petites connexions électriques, toutes ces choses-là, je me dis ça doit faire peur. Voilà, il faut accepter qu'on a une voiture qui a une mise au point forcément qui est un peu limitée, parce que c'est des petites sociétés. C'est une voiture qui est faite avec des composants qui viennent de plein d'autres voitures, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce qui veut dire que c'est pas toujours évident d'identifier les pièces quand on doit remplacer ne serait-ce que je sais pas quoi, un moteur d'essuie-glace. Alors il y a beaucoup de choses qui viennent on est en Angleterre, donc qu'est-ce qui était produit aussi en Angleterre à l'époque? Souvent les pièces viennent du même sourcing, donc d'équipementiers qui fournissaient du Ford, du General Motors, des Vauxhall, des trucs comme ça, etc. Bon. Vauxhall, c'est Opel pour voilà. nous. Mais, tout ce qui est moteur et périphérique moteur, vu que ça vient de Rover, c'est pas spécialement un souci, voilà. La boîte de vitesse, je ne le savais pas, mais j'ai cherché parce que je me suis dit qu'est-ce qu'ils prenaient comme boîte de vitesse. Bon, le fabricant c'était Borg-Warner. Borg-Warner c'est américain et c'est une boîte qui va à la même époque sur les Ford Mustang en boîte mécanique, sur les Ford Sierra Cosworth, donc les versions sportives de la Sierra, et encore plus curieux sur les Nissan ZX en boîte mécanique aussi, ce qui était relativement super référence. Voilà, de belles références. Bon, du reste, on voit que c'est une boîte très courte et avec un levier un peu ferme, assez sportif, qui est assez agréable. Placé,
ça me fait penser à la MX-5 qui te tombe voilà, sous ouais. on sent qu'on a vraiment la boîte de vitesse en dessous du levier, aucun débattement, clac-clac très précis, vraiment proche du volant. Enfin, il y a une bonne ergonomie. Voilà. Donc, bon, là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci particulier. Non, si on veut acheter une auto comme ça, il faut être prêt à se dire que on peut compter sur la communauté en fait des autres utilisateurs. C'est ce qu'on fait quand on a une voiture de petite marque peu diffusée, c'est-à-dire qu'en fait il y a aujourd'hui avec des pages Facebook partagées tout ça, on va dire bah tiens je suis en panne de ça, est-ce que tu sais? Ah oui, ben moi j'ai déjà commandé, à la limite tu vas chez Autodoc et c'est la référence de la pièce temps parce que ça vient d'une Ford Sierra. Bon, vous cherchez demain un émetteur d'embrayage, je ne sais pas de quelle voiture il vient. Voilà, soit je démonte la pièce et je regarde la référence, soit je demande à quelqu'un qui a déjà remplacé et qui va savoir me dire en 5 minutes, il n'y a qu'à commander celui-là, c'est le même et ça vient de telle voiture. Parce qu'en fait, à part construire le châssis et la carrosserie et retravailler le moteur, TVR est un assembleur finalement, un concepteur mais un assembleur. Mais, en même temps, tu dis ça, moi je suis fasciné, on y reviendra, mais par la planche de bord, il y a certaines pièces et tout, c'est voilà, très exclusif. Après, on verra qu'effectivement, il y a plein de pièces qui sont faites à la main, etc. dans la décoration. Donc, pour en revenir à la voiture, bon, bah, carrosserie en fibre sur un châssis tubulaire. On le verra à l'image, mais le châssis, il faut le regarder parce que comme tout châssis qui est en métal, il est exposé, donc il est aussi exposé à la corrosion. Alors, c'est plus le problème sur les voitures anglaises parce que climat, humidité, air salin, etc. Voilà. Sur les voitures européennes conduites à gauche, en général un peu moins parce que c'était quand même des voitures un peu haut de gamme. Souvent, elles ont dormi au garage, elles ont été au sec, etc. Néanmoins, c'est quand même une bonne idée déjà de regarder le châssis en détail. Et en général, les voitures qui sont bien entretenues ont eu le châssis reprotégé avec de la peinture prévention anti-rouille dans leur vie. C'est-à-dire que si on fait rien, on peut se dire qu'au bout de 30 ans ou de 40 ans, malgré tout, le châssis, dans les angles, dans les points de soudure, etc., il peut s'abîmer. Donc, refaire protéger, je dirais que c'est comme repeindre son portail avec de la peinture anti-rouille, hein, pour faire une analogie toute bête. Bon, bah, on peut le faire en mettant la voiture sur un pont chez soi si on veut, ou le faire faire. Voilà, mais c'est quand même une bonne idée. Et après, la carrosserie, je dirais que l'important, c'est d'inspecter qu'il n'y ait pas des rides. Alors, ce que j'appelle des rides, cette voiture-là, on n'en a pas vraiment. J'en avais vu une autre qui en avait plus, mais souvent dans les parties arrondies comme ça, vous avez des petites moustaches un peu comme ça qui se font à l'horizontale. Voilà, c'est le début du craquellement. Et ça veut probablement dire que, bon, on a déjà repeint la voiture, le capot surtout qui est gravillonné, c'est normal. Mais par contre, si on a mis un peu d'après en dessous pour que ça soit bien lisse, tout ça est poncé, bah forcément avec un capot en fibre qui bouge, etc., ça recraquelle et ça fait des moustaches. Et c'est pas très joli. Et évidemment, ça va s'amplifier avec le temps. S'il y en a beaucoup à beaucoup d'endroits de la voiture, ça serait embêtant. Je sais que moi, quand j'avais fait la mission d'achat pour cette voiture, j'en avais vu une autre, parce qu'en conduite à gauche, elles sont quand même assez rares, et l'autre avait pas mal de ces petites rides à différents endroits. Et je ne l'avais pas choisi à cause de ça, parce que je me suis dit, bon, au final, pour faire une belle voiture, il faut refaire une peinture complète, sachant que quand on refait une peinture complète, eh ben, on est reparti pour des frais quand même assez importants, parce qu'il faut refaire une belle préparation partout. C'est quand même une carrosserie qui n'est pas facile à travailler, elle a des arrondis dans tous les sens, etc. Donc, quand on commence à poncer tout ça, c'est un travail déjà de carrossier un peu expérimenté. Question naïve, travailler la fibre, c'est plus ou moins cher que travailler l'acier, ou c'est kiff-kiff, c'est une question de temps, horaire Non, c'est pas forcément très très cher, parce que je dirais, bon, par rapport à l'acier, où il faut des fois découper des éléments, reformer une tôle pour remplacer un tourdelle ou ce genre de choses. Bon, quand on a quelque chose qui a cassé ou qui a été un peu marqué sur de la fibre, le travail est quand même relativement plus simple. Mais par contre, effectivement, il faut des carrossiers qui sont habitués à travailler ça. Alors, ceux qui font des Alpines ou ceux qui font des René Bonnet, toutes ces voitures qui étaient faites aussi dans les années 60 avec des carrosseries de la même façon, je dirais, des Lotus, évidemment. Voilà, donc ils savent faire. Voilà. Par exemple, je sais que moi, dans la région ici en Touraine, j'ai un carrossier qui est très bon là-dessus. Si j'avais une voiture comme ça à faire, sans hésitation, j'irais chez lui. Ok. Donc ça, c'est la première chose, voir au niveau de la carrosserie, les craquements. Ensuite, tu regardes quoi?
Ensuite, on a une voiture qui est faite un peu comme une voiture de course au niveau des suspensions, c'est-à-dire que bon, c'est des doubles triangles à l'avant, à l'arrière, donc on a 2 fois des triangles qui se débattent comme ça avec des amortisseurs au milieu. Donc c'est une concession simple et robuste. C'est des éléments qui doivent être bien en termes de conduite parce que c'est une voiture quand même sportive avec un châssis rigide, précis, etc. Si c'est encore d'origine, c'est à refaire, c'est-à-dire qu'il va falloir déposer tous les triangles, changer tous les cylindres blocs qui font l'articulation et la qualité des articulations pour pas avoir des jeux, etc. et avoir une voiture qui est un peu floue sur la route, alors qu'en fait, c'est une voiture qui est plutôt précise et qui est bien guidée. Bon, ça peut être une chose à regarder. Surtout, c'est des voitures souvent qui n'ont pas des gros kilométrages, donc elles n'ont pas forcément eu ce genre d'éléments refaits, en fait. Justement, ces triangles de suspension, ça, c'est des pièces TVR spécifiques, on les trouve facilement ou c'est ils ont emprunté ça sur étagère? Non, c'est pas, voilà, c'est-à-dire que quand on refait des triangles comme ça, il faut simplement regarder ce qu'on a à l'intérieur, les petits cylindres, les petites cartouches de cylindre bloc et prendre la même taille. En fait, je dirais que c'est comme quand on fait, par analogie, c'est comme quand on fait de la plomberie, il y a différentes tailles de joints, mais bon, c'est pas compliqué, la marque du robinet qui fait que, voilà. Tu dirais que si on sait, en fait, si je te suis bien, là, qu'on a les pièces, c'est facile à travailler, c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est pas plus compliqué que ça, mais voilà, si vous allez chez un garage qui ne connaît pas la voiture, qui ne sait pas comment elle est faite, ou trouver les pièces et que vous l'aidez pas avec une communauté d'utilisateurs ou de clubs derrière, il peut des fois peut-être rester longtemps à chercher quelque chose, alors que on va vous dire ah bah ce cylindre bloc c'est le même que dans une MGB par exemple, je dis n'importe quoi, mais voilà, tu vois, souvent c'est des exemples comme ça. Ça veut dire que si on achète la voiture, il faut quand même acheter le garagiste qui va avec, c'est-à-dire de savoir qui l'entretiendra avant, quoi. On gagnera du temps. Oui, voilà, ou si elle vient d'un propriétaire qui avait déjà ses adresses, récupérer un petit peu le carnet d'adresses qui va avec, parce que c'est évident qu'on en aura besoin. Et l'autre chapitre qui est toujours délicat sur ces voitures, c'est l'électricité. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, dans une voiture classique qui a une carrosserie tout en acier, le courant électrique revient par la carrosserie, c'est-à-dire qu'on a une batterie avec un plus qui emmène du courant du 12 volts et qui revient par la masse au négatif, et tous les accessoires sont branchés sur la carrosserie et c'est la carrosserie qui fait masse et qui ramène à la batterie. Là, c'est pas possible parce qu'avec une carrosserie en fibre de verre, ça ne conduit pas l'électricité. Ça veut dire qu'en fait, on est obligé d'avoir un câblage plus et moins à chaque fois. Donc, on a 2 sources de problèmes possibles quand on a quelque chose qui perd son branchement. C'est pour ça que souvent, c'est un peu un casse-tête électrique quand quelque chose ne marche plus, parce qu'il faut aller remonter le faisceau, etc. et voir où est-ce qu'on a quelque chose qui s'est débranché ou qui a perdu son plus ou son moins, etc. Donc bon, voilà, il y a cette petite chose en plus qui peut être un petit peu donc ça, c'est pas propre à TVR, c'est propre à toutes les carrosseries. L'architecture de ce type de voiture, effectivement, voilà. Ça peut vite devenir un enfer, hein, parce que on peut se retrouver avec les phares qui marchent plus, les essuie-glaces qui marchent plus le jour où on en a besoin, un fusible qui a sauté, il est caché à un endroit pas possible parce qu'évidemment ils l'ont pas mis dans un endroit évident parce qu'il n'y a pas de place. C'est une voiture où il n'y a pas de place. Donc comme toutes les voitures où il n'y a aucune place, les choses sont pas mises forcément aux endroits évidents et logiques. Voilà. J'ai très envie que tu ouvres le capot. Allez, on va ouvrir le capot. D'abord, on va ouvrir les portes. Renaud, est-ce que tu sais ouvrir les portes de la TVR avec nonchalance et élégance? Je ne le savais pas, mais on peut mettre un petit chrono. Tu le savais, si tu le savais. Non, mais voilà. Mais on a montré à Julien, j'ai fait une vidéo, tu as mis 1 minute, Julien, pour la voir. Mais c'est vrai que si on ne sait pas, comme tu dis souvent dans la terrasse de café, on peut chercher longtemps comme ça. Il n'y a pas de poignée. C'est pas en général la voiture qu'on a à l'agence de location à l'aéroport. Mais donc, en fait, il faut arriver d'un air décontracté, caresser le rétroviseur, appuyer sous le petit interrupteur et hop, on ouvre la porte et c'est magique. Et après, par contre, on est obligé de faire des traces de doigts partout parce qu'il n'y a pas grand-chose pour la saisir. Ouais. Donc ça, c'est un peu moins pratique. Voilà. Et puisqu'on y est, quand on est à l'intérieur, pareil, il n'y a pas de poignée. Oui, alors on peut le chercher longtemps, mais c'est la molette, vous voyez qu'il y a des flèches qui ouvrent la porte droite ou la porte gauche, au choix. Donc ça, j'adore. Il ne faut pas chercher ça dans la porte. C'est l'esprit briton, c'est l'esprit britannique de on fait à notre façon et
On pourrait acheter la voiture rien que pour ça, parce qu'on s'en est bourré de choses. Alors le capot, bon, il est très léger parce que lui également, il est en fibre. Ce qui est encore plus léger, c'est l'unique béquille qui, elle, est en aluminium, donc elle doit peser 32 grammes. Et évidemment, ils n'ont pas prévu d'endroit spécialement pour l'ancrer, donc on va dire qu'on la met là. Voilà. Ah merde, il n'y a pas de trou. Il ne s'agit pas d'être distrait et de faire ça parce que vous le prenez sur la tête. Non, il n'y a rien. Hein, voilà. Ils ne sont pas emmerdés là, ça, quand même. C'est sous gainage thermique d'origine. Tu la poses. Tu la poses et tu espères que tu vas pas la faire tomber. Bon, après, le capot n'est pas très lourd. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le moteur, en fait, est très en arrière. Alors, ça, c'est pour l'équilibre de la voiture, pour l'équilibre dynamique. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de place dans l'habitacle. Et vous voyez qu'il y a un tunnel central qui est énorme. Et parce que le V8, il commence là et il termine pratiquement sous les essuie-glaces ici. Et donc, il est en arrière. Bon, donc c'est bien pour la répartition des masses, tout ça. C'est moins bien pour l'organisation du compartiment moteur et de l'habitacle. Après, sur le principe, c'est un moteur qui était plutôt fiable. Alors, je sais, on va dire que sur les Range Rover, des fois, ça pouvait chauffer, faire des joints de culasse. Mais un Range Rover, souvent, c'est une voiture avec du monde dedans ou du plus de 2 tonnes, avec derrière une remorque, des chevaux, tout ça. Enfin, un Range Rover, on lui en demandait beaucoup. Là, il se fatigue pas trop parce qu'il a 1 tonne à tracter avec éventuellement 2 passagers. Bon. Je dirais que c'est pas forcément le souci majeur là-dessus. Bon, néanmoins, le refroidissement c'est quand même un truc important. Donc il y a quand même un très gros radiateur. Ça c'était 2 ventilos, ouais. Mais c'est une voiture qui a très peu d'entrée d'air finalement parce qu'on voit que l'avant est très bas. Il est important que les ventilateurs électriques marchent bien et se déclenchent bien. Donc c'est quelque chose à tester quand on achète la voiture, de la laisser tourner au ralenti pour qu'elle chauffe sur un parking et d'entendre en gros à 90 degrés, ils se mettent en route. Voilà, ils ventilent, ils rafraîchissent et ils s'éteignent. Ça c'est important. Et puis moi ce que j'aime toujours bien faire pour vérifier si un radiateur marche, c'est avec un petit thermomètre qui prend la température par infrarouge, mesurer la température qui va être sur l'entrée et la sortie du radiateur. Donc, on a un gros tuyau en haut et un autre en bas. Et en fait, un radiateur qui fonctionne bien, en général, il vous descend d'au moins 10 degrés la température, voire un peu plus, hein, selon les radiateurs, entre le liquide de refroidissement très chaud qui arrive du moteur, qui passe dans tous les faisceaux du radiateur et qui revient au moteur plus rafraîchi. Parce qu'un radiateur, avec le temps, si c'est pas entretenu, ça peut s'entartrer, les canaux se réduisent et donc ça refroidit moins bien. Souvent, je vais te poser la question, mais je l'ai jamais fait. Les produits miracles, soi-disant, pour détartrer, etc., je ne vais pas citer de marque, ça a du sens ou c'est des trucs à gogo? Tu sais, on voit toujours. Non, alors attention, il y a les produits miracles qui vous disent stop fuite radiateur. Oui. Ça, c'est pas bon parce que ça va mettre des trucs épais dans le radiateur. Et ceux qui vous disent ça abaisse la température d'eau, tout ça, c'est pas forcément, si on veut, enfin, non. Il faut penser que tout ça, ça a été conçu pour fonctionner d'une certaine façon. Par contre, démonter son radiateur, le vider, mettre un produit effectivement nettoyant, détartrant dedans, le laisser agir, le rincer plusieurs fois et le remonter, c'est souvent ce qu'on fait quand on restaure une voiture avec un vieux radiateur. Ça, c'est très bien parce qu'on enlève tout un tas de vieux dépôts, de vieilles choses, etc. Et le radiateur retrouve un fonctionnement. Donc, bon, ça, le refroidissement, c'est quand même important qu'elle ait un bon refroidissement parce qu'il y a beaucoup de chaleur là-dessus. Non, il pouvait pas être plus grand. Tu vois, il occupe toute la place de la voiture. Voilà. Mais par contre, il faut que tout ça, ça marche et que ça soit en bon état. C'est absolument primordial. Ok. Je remets sur l'électricité, tu disais c'est ça qui est à contrôler. Mais si on contrôle que les trucs marchent pas, pareil, là, il faut croiser les doigts et avoir un bon électricien, ou il y a des choses à savoir, enfin ce que tu racontais, mais... C'est qu'un truc tout bête, par exemple, je ne sais pas, bon, si on peut, peut-être sur des forums ou des clubs, on peut avoir le plan électrique de la voiture. Dans le temps, par exemple, Jaguar mettait toujours dans la notice utilisateur un grand plan qui se dépliait, où il y avait tout le circuit électrique de la voiture. Le schéma électrique. Non, mais les Italiens le faisaient aussi, toutes les marques le faisaient. Après, ça s'est perdu. Bon, eux, aujourd'hui, dans la petite notice là qui est mignonne, la petite notice d'utilisation de la voiture, bon, on a toutes les choses, je dirais, qu'il faut savoir, où sont les commandes, comment fonctionne le chauffage, etc. Voilà.
mais on n'a pas le plan électrique. Bon, voilà, on vous C'est explique, charmant, c'est un petit on vous explique classeur. comment changer les ampoules. Voilà, c'est un petit classeur qui fait à la fois la notice de bord et qui fait aussi la partie carnet d'entretien de la voiture, voilà, qui est à l'arrière. Donc ça c'est mignon, mais par contre sans un plan électrique, c'est pas toujours évident de savoir remonter les fils et qui fait quoi. Donc, Petite info parce qu'on l'a pas dit, mais en fait on a enlevé le toit qui est une partie dure qui est un targa voilà. et qui est là. Hein. On va le montrer après en image, voilà. Et après on peut abaisser ça Voilà. si on veut. On peut abaisser ça, ce qui n'est pas extraordinaire parce qu'en fait quand on abaisse ça, on peut pas l'abaisser complètement, donc c'est un peu frustrant. On peut l'abaisser que à moitié comme ça, et en plus, Pas plus. Non, et en plus on force beaucoup là-dessus sur la partie transparente. Et c'est pas très esthétique au final parce que ça ne rentre pas complètement. Plus, hein. Non. Donc en fait, en général, roule toujours en targa. On roule comme ça et c'est très bien. Et c'est joli. Et en plus, on a une bonne visibilité derrière, alors que quand on fait ça, on ferme beaucoup la visibilité arrière. Dans les choses aussi étonnantes sur cette voiture, c'est que bon, on a cherché l'ouverture des portes, mais quand on arrive à la station-service, on peut aussi chercher assez longtemps le remplissage d'essence. Mais il doit être à l'intérieur du coffre. Et oui, tu sais tout. Là, tu mets ton regard Tu sais tout. Et voilà, donc évidemment, il est dans le coffre. Bon, heureusement, il n'est pas au milieu non plus. Ils l'ont quand même mis sur le côté. Bon, il ne s'agit quand même pas d'aller mettre de l'essence avec le pistolet. Faut pas être endormi. Disons, le coffre est super profond, malgré tout. Le coffre est très grand. Alors, il y a quand même des accessoires extraordinaires et inutiles. Par exemple, une canne à pêche. Ça, c'était pour vous montrer qu'un sac de golf rentre parce que c'est une. C'est vraiment un sac de golf, ça? Bah, c'est la même taille, mais non, ce n'est pas un sac de golf. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Parce que dans une voiture comme ça, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Parce que, en fait, tu vas me sortir, non, ils ont tout pensé parce que le toit Targa qui est là, qui est extraordinairement léger, puisque même moi qui suis pas costaud, je peux le prendre d'une main. Bon, mais il ne rentre pas dans le coffre. Ou alors, si vous le rentrez dans le coffre par grande chance, vous ne pouvez plus rien mettre dans le coffre. On est d'accord? Qu'est-ce que c'est? Il ne va pas non plus derrière les sièges. Donc, quand même, chez TVR, on a tout prévu et nous avons en option un deuxième toit Targa. Ah, deux transports. Voilà. On laisse le Targa chez soi. Exactement. Escamotable. Ah, tu m'apprends un truc. Comme la Porsche, voilà, comme les Targa de chez Porsche. Exactement, qui va s'ouvrir comme ça si j'y arrive, mais c'est pas facile. Bon, on le fera une autre fois. Mais bon, l'idée, c'est qu'on met ses béquilles, il s'ouvre, voilà, et lui, il se met là. Et comme il est plus petit, lui, il tient au fond du coffre. Non, mais tu te rends compte, les mecs, ils sont allés imaginer, non mais c'est comme les portières, de faire deux toits, un dur et un... C'est excellent. Bon, voilà, donc en fait, ça fait partie quand même des petits gags. Oui, mais si tu connais pas et qu'on l'a perdu, tu peux acheter la voiture sans savoir que tu avais les deux. Alors celui-là est quand même pratique parce que celui-là, même avec des sacs, des bagages dans le coffre, il peut rester dans le coffre. Alors que c'est important parce que franchement, c'est une voiture de rallye, enfin, pour faire des sorties, des sorties et tout. Oui. T'es content quand tu te fais le tour de Corse ou je sais pas quoi de pouvoir te trimballer avec ça, avoir 3 bagages en même temps, quoi. Voilà. D'accord. Donc après, bon, on peut passer à la partie habitacle parce que évidemment c'est un joli morceau aussi. Déjà de design parce que bon, c'est pareil. Hein, c'est pas une planche de bord avec beaucoup de conception, on a mis un peu les compteurs au hasard, etc. Mais c'est très joli. Et puis, il y a beaucoup d'éléments ici en aluminium. Alors, elle n'avait pas tout ça parce que tout était un peu à la carte aussi. Hein. Tu peux avoir du bois. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, le tableau de bord comme ça en alu, c'est pas standard. Bouchonné en plus. Ouais, toutes les pièces en alu non plus, c'est pas standard. Donc, ça dépend vraiment des années modèles, des commandes du client, etc. C'est ce qui fait le charme de l'auto, franchement. Ce qui fait le charme de l'auto. C'est ce côté, parce que tu disais, mais là, ça fait très exclusif. Il y en a rarement deux pareils, en fait. Mais globalement, elles sont souvent très belles. Voilà. Ce qui va se fatiguer beaucoup, parce que c'est pas une voiture, c'est rentrer-sortir. Vas-y, parce que on frotte facilement sur les sièges. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir ici les entrées de sièges en bon état. Bon, celle-ci, elle a été assez épargnée, elle a bien vécu, mais souvent, c'est un petit peu plus frotté. Après, une fois qu'on est assis, voilà, c'est une voiture qui est assez clivante en termes de taille parce qu'il y a très peu de recul de siège. Là, je suis pratiquement reculé au maximum, mais moi, je suis pas très grand. Et la position du pédalier, tu le vois pas là, Julien. Le pédalier est super étroit. On peut s'en mêler les pinceaux. Ouais, là. Il faut vraiment. Enfin, moi, je sais quand je conduis une voiture comme ça, je me remets. Ok, parce que là, je suis obligé de décaler mon pied gauche comme ça pour être sur le frein, parce que j'ai encore l'embrayage qui est pratiquement ici.
Alors c'était peut-être mieux d'ailleurs en conduite à droite, je sais pas. Mais bon, le fait est que c'est pas très intuitif au départ. Mais par contre, on est très bien assis une fois qu'on est à l'intérieur. On est très bien enveloppé. On a vraiment le levier de vitesse à proximité du volant. La visibilité est plutôt pas mal. Bon, il faut pas oublier qu'on est très bas sur la route et faire attention à tout ce qui est gros véhicule. Mais c'est plutôt une bonne voiture. Et à conduire, étonnamment, C'est ce que j'allais te demander, c'est dur? alors non, étonnamment, les suspensions sont plutôt confortables. Par contre, c'est très bas, donc on doit faire attention tout le temps à tout ce qui est ralentisseur, crevasse, enfin. Donc c'est paradoxal parce que d'un côté, bon, on se dit, oh bah elle est confortable, finalement c'est une voiture passe-partout, et en même temps elle est très basse et on est obligé de faire très très attention pour pas frotter en dessous, quoi. Je montrais à Julien, moi je suis étonné pour une voiture quasi artisanale. Là, la finition de la coiffe en cuir, c'est de belle qualité. c'est de très belle qualité. Et j'allais dire, on en a pour son argent. Alors après, il y a des petites choses un peu ridicules, le cendrier, l'allume-cigare sur le côté. C'est joli. Mais ça, par exemple, Julien, tu peux faire. Il faut que j'allume. Voilà. Oui, alors il y a aussi l'anti-démarrage dans les gadgets. C'est l'époque où il y a les anti-démarrages avec source d'emmerde. Donc je suis obligé de le mettre là, voilà. Ouais. Après la lumière s'éteint. Et une fois que j'ai fait ça, effectivement, je vais pas démarrer, mais au moins je peux mettre mon contact et du coup je peux allumer mes trucs, etc. Voilà. Donc là, j'ai mes petits compteurs qui s'éclairent, tout ça, la radio. Non, on les voit pas tout à l'heure, on les voyait complètement s'éclairer. Je comprends pas, ils s'éclairent pas là tout à l'heure. C'est parce que j'ai dû appuyer sur le bouton qui permet de. Voilà. Parce que j'ai un interrupteur, comme sur beaucoup de voitures anglaises antidiluviennes. J'ai un interrupteur à main droite pour les compteurs aussi. Si je veux rouler de nuit en ne voyant que la route ou sans phare. C'est le night panel avant l'heure de sable. Je mets juste les clignotants, mais tout ça aussi, on dirait vraiment un bouton de... Voilà. Franchement, pour moi, c'est 50% de l'histoire de la voiture. On est l'environnement est chouette. Très particulier, quoi. Ouais. Mais ça, j'ai un problème, comme voilà, un truc qui marche pas. On retrouve, tu vois, ou c'est un peu un enfer, ça se très beau. Je sais pas après dans quelle mesure TVR a encore des pièces ou pas. À vrai dire, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai pas fait d'après-vente sur ces voitures, mais oui, c'est sûr. Est-ce que TVR sait encore vous fournir un interrupteur comme ça ou un compteur ou... Alors. On verra si on prend, mais tu es sûr que la société existe toujours? Pour moi, elle avait déposé le bilan, mais je sais que ça renaît souvent de ses cendres. Apparemment, elle existe encore, mais maintenant sur du développement de véhicules électriques. D'accord. Ouais. Mais que je sache, par contre, je crois pas qu'ils fassent encore de voitures thermiques, tout ça. Mais ça veut dire qu'ils auraient gardé un petit stock. Ouais. Après, qui a récupéré le stock de pièces ou ça? Peut-être c'est des indépendants qui commercialisent les pièces de TVR. Moi, j'ai pas creusé plus que ça la question, mais bon, les pièces se perdent pas en général. Hein. D'accord. Voilà. Tu m'as dit, on reprend l'émission, tu m'as dit on n'en voit jamais en France. Là où on en voit beaucoup, c'est aux 24 heures du Mans. C'est tous les Anglais qui débarquent avec. Ouais, mais j'adore, c'est charmant. C'est là-bas qu'il faut aller pour en voir. C'est un peu la concentration annuelle des TVR. Souvent, ils font du camping ensemble, mais et au Mans classique aussi. D'ailleurs, il y en a souvent beaucoup qui viennent, avec la tente à côté. Ça fait partie du folklore. Qui roulent tout le temps décapotés, qui pleuvent ou qui nantent avec un bonnet. À qui tu recommandes ce genre de voiture? Bon, il faut être un petit peu décalé déjà. Après, il faut aimer conduire parce que c'est quand même une vraie voiture à conduire. Bon, on peut la conduire en mode cruising, tout ça, sur le flux du moteur, mais elle est quand même assez sportive. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a envie parce que c'est pas une voiture qui est très très chère aujourd'hui. Alors, si on l'achète en conduite à droite et qu'on la fait venir d'Angleterre, on les trouve dans les 30 000 livres. Donc, on va dire ça coûte 35 000 euros, quelque chose comme ça. Si on en veut une en conduite à gauche, tout ça, comme c'est très rare, on la payera facilement 10-20% plus cher. Mais malgré tout, ok, si on est dans les 40-45 000 euros, c'est quand même une voiture à la fois exotique, très bien motorisée, avec un châssis sportif. Bon, c'est une alternative à beaucoup de voitures sportives plus courantes. Moi, je veux dire, à la limite, pourquoi pas une alternative plus folle à un Porsche Boxster, quoi, par exemple. C'est clair. C'est quand même rigoureux sur la route. Tu disais, tu vois, c'est quand en conduite rapide, c'est une bonne voiture, se désunit pas. C'est une bonne voiture. Ouais. Non, on voit que c'est une bonne voiture qui est faite par des gens qui conduisaient et qui savaient ce qu'ils faisaient. Voilà, moi, je suis incapable de la conduire à ses limites. Elle va beaucoup trop vite pour moi, mais non, on sent, elle donne tout de suite confiance. En fait, on sent vraiment que c'est un bon châssis.
Et en plus, elle reste confortable par rapport à des voitures sportives qui sont beaucoup plus sèches. Comme elle est légère, en fait, elle n'a pas besoin d'avoir des suspensions super durailles pour tenir la route par rapport à des voitures qui font une tonne 8 aujourd'hui dans n'importe quelle sportive. Donc en fait, elle est légère, elle a des suspensions relativement. Le train avant n'est pas trop lourd justement par rapport au poids du moteur. Je ne sais pas pourquoi je me dis que ce gros V8 il doit peser. Mais en fait, du fait qu'il est très en arrière, les roues avant sont pas lourdes. Le train avant est pas lourd. Elle est bien équilibrée la voiture. Non, elle est de ce côté-là, elle est vraiment bien née. Et je crois qu'ils l'ont. J'ai jamais conduit la Griffith, mais je crois que la Griffith était assez délicate à conduire parce qu'elle était très sauvage, elle était plus courte en empattement, mais justement celle-là était plus aboutie en fait. Aucune assistance à ce stade, pas d'ABS, pas de direction assistée, pas de je sais pas quoi. Il y a rien. Il y a juste des freins, un moteur, des clignotants. Enfin, c'est une voiture très simple de ce côté-là. Là, elle est montée avec des jantes un peu plus grandes, tu me disais, c'est pas forcément... Oui, c'est pas les roues de série qui étaient des roues de 16 pouces avec 5 bâtons un petit peu plus ordinaires. Bon, ça, c'est des roues un petit peu plus modernes qui viennent de chez TVR aussi, mais de génération ultérieure. Ça lui va bien, puis ça permet d'avoir des pneus de 17 pouces qui sont encore un peu plus modernes. Si je te suis par rapport à l'état du marché, c'est tellement spécifique. C'est des voitures dont la cote ne bouge pas, parce que ça s'échange un peu entre initiés. C'est à part, c'est une petite planète, c'est à part. En Europe, conduite à gauche, c'est un micro-marché. Je ne saurais pas parler du marché anglais parce que j'y suis pas. Je ne sais pas comment ça évolue dans le temps, mais c'est pareil, je pense que même en Angleterre, où il y en a un peu plus, 5-6 000 voitures, c'est tellement pas grand-chose. Si la voiture n'intéressait plus personne, elle vaudrait 10 000 € aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, quoi. Donc en fait, le fait est qu'elle garde un certain prix même là-bas, et ça veut dire qu'il y a encore du monde que ça intéresse. Je dirais que c'est beau, c'est moins radical et c'est plus gros et plus motorisé qu'une Lotus Elise ou ce genre de voiture. C'est aussi plus confortable, c'est-à-dire que c'est plus, si on veut plus original, enfin je sais pas comment dire, mais on fait 3-4 heures de route, on les fait quoi. D'accord. On n'est pas rincé. Oui, elle n'est pas réservée au circuit. Non, voilà, c'est quand même une voiture qui est relativement civilisée en conduite normale. Et après, si on veut aller la faire tourner un petit peu sur un circuit, tout ça, potentiellement, ça doit être assez amusant. Donc, elle a un peu cette double face, quoi, qui est intéressante. Ok, bon, écoute, tu ouvres des portes. Je me rends compte qu'on n'a reçu qu'une fois une TVR avec un propriétaire que je salue, c'était Guilhem, je crois, qui avait les premiers modèles avant la Griffith, je crois. La S peut-être. C'était très sympa, qui avait ce même principe et puis ils avaient déjà ça aussi en deux parties. Et après, il y a eu encore une autre version, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y avait la Sagaris, je crois, qui était vachement bien. La Cerbera. Voilà, c'est ça. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus faire ce type de voiture. Je crois jusqu'en 2010, un truc comme ça. C'est triste d'ailleurs. Mais c'est vraiment une très belle marque. Bon, et on a fait le tour. Merci beaucoup, Alexandre. C'est vraiment un plaisir. Tu me fais découvrir des autos que moi-même... tu vois, je connaissais mal. Merci beaucoup à TEA Sered, les spécialistes de l'assurance de ce type de voiture de collection de prestige. D'ailleurs, même des youngtimers, ils aiment même les jeunes conducteurs. Et puis, on se retrouve pour d'autres épisodes de Que faut-il savoir. Ils sont tous, si vous allez sur le site PEA.tv, vous pouvez retrouver globalement toutes les voitures que vous voyez là. On les a faites à un moment ou un autre, ou d'autres, ça sera à venir. Donc régalez-vous parce que ce sont des épisodes pour l'histoire. Voilà. Ciao, à bientôt.